Bonjour, nous allons aborder dans cette section les fondamentaux, le tout début de votre formation, en commençant par les bases du fonctionnement des marchés. Il est essentiel de savoir à minima comment cela fonctionne, même si nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Alors, pour démarrer, nous allons faire une première vue sur l'organisation. Comment est un marché est-il organisé? Un marché, c'est d'abord un lieu d'échange de produits plus ou moins sophistiqués, bien sûr, qui sont organisés autour de règles qui seront communes à tous les participants de ce marché. Un marché qui est correctement organisé et surveillé permet de sécuriser les échanges, puisque c'est ce que l'on va chercher à faire, nous échanger, négocier. Donc, plus il est organisé et surveillé, plus les échanges y sont sécurisés. C'est un marché qui deviendra donc naturellement concurrentiel, transparent, et les participants donc vont opérer en confiance. Donc, il est important que les marchés soient correctement organisés pour permettre des échanges en toute confiance. Alors, parmi les marchés, il en existe différents. Nous allons commencer par nous pencher sur les échanges qui concernent les marchés centralisés, ce qu'on appelle les bourses tout simplement, hein, qui sont donc des lieux d'échange qui sont centralisés et organisés par une société organisatrice de marché. Si l'on prend le cas de la Bourse de Paris, par exemple, c'est Nice Euronext, une société cotée d'ailleurs, hein, qui organise, qui a la charge de l'organisation de ce marché. Alors évidemment, pour tout ça, elle va prendre des frais, c'est comme ça qu'elle vit. Elle est surveillée par une autorité de marché, l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. Donc on a bien ici l'organisation et la surveillance. On y échange via un carnet d'ordre, différents produits financiers dits standardisés, avec ou sans livraison physique. Alors, euh, la livraison physique, on dit par exemple lorsque vous négociez des actions, si vous achetez des actions, et bien lorsque vous allez payer les actions, elles seront livrées. Alors, non pas vous les apporter devant la porte, elles seront sur votre compte. Mais si par exemple, vous faites la même chose sur certains contrats à terme, comme par exemple le maïs, eh bien, euh, le maïs, le contrat sur le maïs, c'est un boisseau, c'est une unité de mesure, et bien, à terme, si vous avez toujours votre contrat, eh bien, on viendra vous livrer le maïs. C'est la même chose sur le pétrole. Alors, avec une petite différence, certains contrats sur le pétrole sont livrables, d'autres pas. Bref, on peut livrer, on peut ne pas livrer. Et il y a surtout des produits sans livraison physique par nature, comme les contrats futurs. Par exemple, sur Indice, on ne peut pas vous livrer un bout de CAC 40 ou un bout de DAX. C'est ce qu'on appelle en anglais cash settlement. Ça veut dire que comme ces produits dérivés ont une durée de vie, puisqu'il y a une échéance, eh bien, à la date d'échéance, le produit donc disparaît. C'est-à-dire que lorsque vous avez un contrat futur à l'achat, par exemple, eh bien, il vous faudra penser à le revendre avant la fin de l'échéance, ou bien, si vous voulez conserver votre position, eh bien, vendre cette échéance et acheter la suivante. Bref. Les contrats futurs permettent de spéculer sur la hausse ou sur la baisse d'un sous-jacent qui ne peut pas se négocier directement. L'indice CAC 40, les indices d'une manière générale ne peuvent pas être négociés. Ce sont des instruments de calcul qui permettent de donner une représentation, par exemple, si on prend l'indice CAC 40, une représentation donc des 40 plus grosses capitalisations de la cote parisienne, et c'est un calcul, donc on ne peut pas le négocier. Pour pouvoir le négocier, on a créé un produit dérivé, donc qui dit produit dérivé égale sous-jacent, et bien le contrat futur CAC 40, c'est ce que vous pouvez négocier. Le sous-jacent, c'est l'indice, les variations de l'indice qui vont déterminer donc les prix de négociation sur le contrat futur. Les bourses fonctionnent dans le respect d'un ensemble de règles qui s'imposent à tous les participants et sans différence. C'est-à-dire que tout est normé, tout est standardisé. Par exemple, sur le contrat futur CAC 40, la variation d'un point de l'indice équivaut à 10 euros. Et bien sur le DAX, c'est 25 euros et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas déterminer librement la taille des contrats. Ils sont déjà, cette taille est déjà déterminée. Voilà. Donc tout cet ensemble de règles, contrats, frais, délais, obligations, sont identiques pour tous les intervenants. Pour pouvoir échanger, il faut passer par un intermédiaire autorisé, ce qu'on appelle un courtier tout simplement. Il est autorisé
a l'accès, il a l'accès à ces marchés centralisés, à ces bourses. Son rôle, c'est de transmettre vos ordres à l'organisateur du marché qui les déposera dans un carnet d'ordre dans lequel figurera eh bien, la quantité souhaitée, le sens que vous souhaitez acheter ou vendre, et puis bien évidemment le prix auquel vous souhaitez que cet ordre soit exécuté. Alors il existe différents types d'ordres, nous verrons ça plus tard. Alors globalement, on peut négocier à peu près tout dans les bourses, hein, sur les bourses. Actions, devises, taux d'intérêt, contrats futurs, options, on peut pratiquement tout négocier. Il suffit simplement que eh bien, un certain nombre d'investisseurs manifestent de l'intérêt pour un produit qui n'existe pas encore pour que l'organisateur de marché eh bien, puisse le proposer. Les horaires d'ouverture, par exemple, peuvent varier. Le DAX n'était pas négociable la nuit maintenant pour satisfaire, par exemple, les investisseurs qui se trouvent en Asie, eh bien, le DAX cote à partir de 2h15, je crois, la nuit, ce qui n'était pas le cas avant. Eh bien, il y avait de l'intérêt, les horaires ont été élargis de manière à ce que plus de négociations se fassent et ainsi que l'organisateur de marché, lui, bien évidemment, gagne davantage d'argent. Alors, à côté des marchés centralisés, vous avez les marchés dits de gré à gré. J'ai mis marché entre guillemets car de gré à gré signifie que les échanges sont opérés sur un plan bilatéral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul acheteur et un seul vendeur. Donc, par conséquent, est-ce qu'on peut parler de marché puisqu'il n'y a pas de concurrence? Évidemment, le terme est probablement relativement impropre. Donc, euh, il n'y a pas de carnet d'ordre, hein, puisque vous avez un acheteur et un vendeur qui se mettent d'accord sur le prix, la quantité, les délais, toutes les règles de la transaction sont définies entre les deux parties qui échangent. Deux traders de banque peuvent échanger directement sans passer par le marché. Un intermédiaire pour une transaction de gré à gré n'est pas indispensable. Alors, dans toute négociation, il y a forcément une notion de contrepartie, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'un échange ne peut pas se faire sans contrepartie. Il faut un vendeur pour que une personne puisse acheter et il faut bien évidemment un acheteur pour qu'un vendeur puisse vendre. Donc, dans le cas d'une transaction via un marché centralisé, eh bien, son ordre va dans un carnet d'ordre. On ne sait pas qui est placé à tel prix pour telle quantité dans quel sens, hein. Donc, l'acheteur ne connaît, par exemple, jamais l'identité de sa contrepartie, du vendeur. Il suffit que les chiffres correspondent. J'achète 10 contrats à 5000 points sur le CAC 40. Et bien, si quelqu'un vend 10 contrats à 5000 points, la transaction sera faite. Lors d'une transaction de gré à gré, là, les contreparties se connaissent, c'est très différent. Donc, l'acheteur connaît le vendeur et inversement. C'est elles qui définissent les règles de l'échange et doivent impérativement, ces deux parties, se faire mutuellement confiance. Personne au-delà d'elle, ne pourra surveiller, contrôler, ne pourra pas se plaindre. Alors nous avons une particularité sur, dans le cadre des négociations de produits financiers, ce sont les CFD, les contrats pour la différence. C'est une invention anglaise qui est assez récente, puisqu'elle doit avoir, je sais pas, une vingtaine d'années, ouf, mais encore, c'est même pas certain, je ne pourrais pas vous dire précisément, ça n'a pas d'importance. Il faut savoir une chose importante, c'est pour ça que je l'ai mise en caractère gras, tous les échanges de CFD eh bien, sont des transactions de gré à gré. Il n'y a pas de transaction d'échange, de négociation de CFD sur les places boursières. Voilà. Donc si c'est une transaction CFD, ça veut dire que c'est une transaction, un échange de CFD égale une transaction de gré à gré obligatoirement. Le CFD, c'est un instrument financier donc récent, comme je vous le disais, qui permet surtout aux particuliers, essentiellement aux particuliers, de spéculer sur un grand nombre d'actifs sous-jacents accessibles via des sociétés appelées courtiers CFD. Ces courtiers ne sont pas autorisés à accéder aux bourses car ils suivent leurs propres règles de transaction et non celles imposées par l'autorité de marché et l'organisateur de marché. Donc, elles ne sont pas acceptées, ces sociétés, pour intervenir sur le marché centralisé, puisqu'elles ne respectent pas les règles que tout le monde, sans discernement, sans exception, doit respecter. Une transaction CFD est toujours bilatérale et la contrepartie est le plus souvent le courtier lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a de nom de courtier que lorsqu'il fait finalement la prise de votre ordre et qu'il trouve dans l'ensemble des clients dont vous faites partie quelqu'un qui va avoir exactement
la réponse pour votre ordre. Si vous souhaitez acheter 10 contrats à 5000 points, il faut qu'il y ait à l'instant T où vous souhaitez acheter, un autre client du broker qui, lui, veut vendre 10 contrats à 5000 points. C'est assez rare, évidemment. Donc, par conséquent, c'est lui qui va répondre à votre ordre. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter, c'est lui qui va vous vendre, et lorsque vous allez vendre, c'est lui qui va vous acheter ce que vous avez à vendre. Donc, c'est en cela que le courtier CFD n'est pas vraiment un courtier, puisqu'il ne joue ce rôle que rarement, comme je le disais, seulement lorsqu'un autre de ses clients peut répondre exactement à votre ordre. Il est davantage ce qu'on appelle un market maker, un faiseur de marché, un teneur de marché, puisque c'est lui qui propose le prix pour acheter et vendre, évidemment. Alors ça réplique évidemment à quelques millièmes de seconde près les variations qu'on va trouver sur le contrat futur du marché centralisé, hein, les cours donnés par la Bourse de Paris en ce qui concerne par exemple le cours du contrat futur CAC 40 ou par Eurex en Allemagne pour les cours du contrat futur DAX sont ceux à trois fois rien près, ceux que vous proposera le courtier CFD, le market maker qui travaille pour cette société. Vous aurez en revanche aucune possibilité de négocier avec qui que ce soit. C'est avec lui que vous devez faire cette affaire. Il vous propose un prix pour acheter, pour vendre. Vous ne pouvez pas négocier avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, tout simplement, comme dans un marché centralisé. Et évidemment, cela euh, induit d'une certaine façon des conflits d'intérêts qui sont un peu inévitables avec le client. Imaginez tout simplement que à partir du moment où vous gagnez, c'est lui qui perd, hein, puisqu'il est votre contrepartie. On peut imaginer que sur certains niveaux de prix, eh bien, le prix entre l'achat et le prix d'achat et le prix de vente, hein, l'offre et la demande, s'écartent tout simplement. Alors que vous aviez, par exemple, un point d'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, tout d'un coup, vous en avez 5-6, eh bien, vous n'avez peut-être plus du tout intérêt à faire cette transaction au prix qui est proposé. Comme vous ne pouvez pas le négocier, vous êtes obligé d'accepter. En l'occurrence, eh bien, vous ne pourrez pas, par exemple, prendre vos bénéfices parce que ça arrange à ce moment-là le courtier. Vous avez bien compris la notion de conflit d'intérêt. C'est comme, par exemple, lorsque eh bien, vous voulez entrer au prix du marché proposé et que vous avez une demande de recotation. Voilà, voilà, votre ordre n'est pas répondu, n'est pas exécuté, parce que tout simplement, eh bien, le broker, lui, ne propose plus ce prix à ce moment-là. Ce sont des choses qui sont assez énervantes à la longue. Bon, voilà, tout ça pour vous dire tout simplement que aucune institution financière, banque, fonds d'investissement, tous les hedge, personne de professionnel n'opère via les marchés CFD. Euh, il y a beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de sécurité à travailler sur les marchés centralisés. Je ne dis pas évidemment que les CFD sont à jeter à la poubelle, parce qu'ils présentent certains avantages, notamment celui de pouvoir définir une taille de position inférieure aux standards définis par exemple sur les contrats futurs. Eh bien, si c'est 10 euros le point, votre capital ne vous permet peut-être pas de prendre une position à hauteur de 10 euros par variation d'un point d'indice. Donc, le contrat CFD, le courtier CFD vous proposera donc, par exemple, de pouvoir intervenir à partir de 1 euro le point, voire 0,50 centimes, 0,50 euros, pardon, 50 centimes d'euros pour un point. Voilà, cette flexibilité n'est pas complètement neutre pour certaines personnes, mais c'est évident que à partir du moment où les capitaux sont importants, il n'y a pas d'intérêt à aller voir un courtier CFD. Et une alternative intéressante aux bourses et bien évidemment au courtier CFD, mais là je vais surtout faire une alternative plutôt par rapport aux bourses, ce sont les plateformes multilatérales de négociation, les MTF, qui sont des marchés qui ont vu le jour dans l'année 2000 lorsque les bourses ont perdu leur monopole. Euh, ce sont ce sont des plateformes qui sont assez peu nombreuses, hein, les acteurs sont peu nombreux, il y en a quelques-uns il y en a que 3 en Europe, hein. Et puis évidemment, ils sont réservés surtout aux professionnels. Ils sont organisés comme des bourses traditionnelles, c'est-à-dire comme des marchés centralisés, transparence, concurrence, sécurité, tout y est. Et évidemment, ces marchés sont des concurrents directs des bourses traditionnelles parce que eh bien, ils ont su attirer de nombreux institutionnels, de nombreuses banques, de nombreux professionnels grâce à leurs tarifs attractifs et à souvent aussi des avancées de technologie en termes d'exécution que ne pouvaient pas proposer les organisateurs de marché traditionnels, les bourses. Eh bien, cela a donné euh, un, un très fort succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 30% des échanges qui sont exécutés via les MTF.
Ils sont bien évidemment régulés par les autorités de marché, hein, donc c'est en cela qu'ils ont toute la sécurité que recherchent les institutionnels dans leurs transactions. Nous travaillons avec le courtier LMAX. Tous les coachs travaillent avec LMAX. C'est la meilleure alternative que nous ayons. Alors évidemment, on ne va pas chez LMAX comme ça. Il faut être accepté. Mais bon, voilà. En tout cas, nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de passer par un autre type de courtier, d'intermédiaire. Venons-en maintenant à la négociation. Nous allons voir ici des fondamentaux, hein, vraiment, on va travailler en surface là pour connaître le minimum. On complétera tout ça pendant les sessions de coaching. Voilà, donc on l'a dit, toutes les opérations sur le marché obéissent à des règles précises. Pour négocier, bien, vous devez passer par un courtier, il faut un compte chez un courtier. Celui-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, a une obligation de moyens vis-à-vis du client. Il doit faire de son mieux pour que les ordres soient exécutés dans les meilleures conditions possibles. Un courtier qui a accès au marché centralisé, donc les bourses traditionnelles ou MTF, eh bien, transmettra votre ordre afin qu'il soit placé dans le carnet et ensuite qu'il vive sa vie en fonction des contreparties éventuelles. Un courtier qui n'a pas accès au marché centralisé comme les courtiers CFD dont on parlait il y a quelques minutes cherchera lui donc, comme on l'a expliqué, un autre client qui veut faire exactement le contraire de vous, hein, quantité prix, mais dans l'autre sens, si vous achetez, il vous voudra vendre. Et s'il n'a pas trouvé ce client, eh bien, c'est le courtier qui prendra la contrepartie. Donc, il n'envoie pas l'ordre au carnet, à la bourse et donc dans un carnet. Vous n'avez jamais de carnet d'ordre chez un broker, chez un courtier CFD. Vous avez juste un prix pour acheter et un prix pour vendre. La notion de déposit est importante. Déposit, marge, bon, il y a une légère différence sur laquelle on ne va pas s'apesantir parce que ça n'est pas l'objet. Sachez simplement que c'est tout simplement que pour négocier sur les marchés, votre courtier vous demandera qu'un capital minimum soit toujours disponible sur le compte que vous avez ouvert chez lui. C'est indispensable. Le courtier est contrôlé. Il doit lui-même faire attention que chaque client a le montant minimum. Alors évidemment, vous avez des processus automatisés qui permettent de vérifier que les dépôts, les marges sont bien respectés, notamment parce que eh bien, ça peut représenter un risque, hein, quelqu'un qui serait en perte trop importante. On va voir pourquoi. Mais aussi simplement parce que ces marges, ces dépôts sont souvent sujets à variation, notamment en fonction de la volatilité de certaines phases de marché. Donc on peut avoir des besoins qui sont plus ou moins importants. Donc il faut vérifier ça en permanence. C'est fait tous les jours sur les marchés centralisés. En tout cas, si vous n'avez pas la somme minimum, il est impossible de passer l'ordre, il ne sera pas accepté. Justement, ça nous amène tout simplement à l'appel de marge. L'appel de marge, c'est simplement si une position ouverte perd assez pour votre capital descendre sous le montant du dépôt, ce que je viens de vous expliquer, eh bien le courtier vous en informe et vous donne un délai pour solutionner le problème. Soit vous fermez la position une fois informé, ou bien vous apportez le cash sur le compte. En tout cas, vous avez un délai qui est relativement court. Et si le courtier juge nécessaire de fermer votre position parce que, par exemple, eh bien, ça continue de baisser et que vous n'avez pas réagi, eh bien, il pourra fermer votre position sans vous demander votre avis et donc inscrire évidemment la perte sur le compte. C'est une obligation. S'il ne pratique pas de cette manière-là, eh bien, beaucoup de clients pourraient être avec des soldes débiteurs très importants. Et comme justement, le courtier va vous donner une facilité pour opérer qu'on appelle l'effet de levier, qui n'est ni plus ni moins qu'un prêt d'argent qu'il vous fait, eh bien, il serait responsable vis-à-vis de la chambre de compensation. Bref, sans rentrer dans les détails, il est là pour vérifier qu'on n'ait pas justement un espèce de risque systémique qui se mettrait en place en cas de gros crack, si tous les clients bien faisaient la sourde oreille et ne fermaient pas leur position, se mettaient la tête dans le sable en attendant que ça remonte. Voilà, il faut que quelqu'un agisse et c'est le courtier qui a tout pouvoir pour le faire, de manière à protéger lui-même ses engagements. Donc tous les courtiers vous autorisent à négocier un montant supérieur à la somme disponible sur votre compte de trading. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un prêt d'argent. Donc, par exemple, si vous disposez d'un capital de 10 000 euros et que vous souhaitez acheter un contrat futur CAC 40, nous l'avons dit tout à l'heure, s'il est au cours de 5 000 points, et bien chaque point valant 10 euros, eh bien, ça veut dire que sa valeur s'élève à 50 000 euros. Alors, vous voulez acheter le contrat
CAC 40 à 5000 points parce que vous pensez qu'il montera à 5020 et encaisser la différence de 20 points. 20 points fois 10 € égale 200 €. C'est ce que vous escomptez comme gain, comme objectif. Et bien, pour pouvoir faire cette opération, si vous avez 10 000 €, vous pouvez le faire, tout simplement parce qu'en définitive, le courtier vous offre la possibilité, par ce prêt d'argent, par cet effet de levier, avec 10 000 € de pouvoir intervenir sur, eh bien, 5 000 fois 10, 50 000 €. C'est-à-dire qu'il vous prêtera la différence de 40 000 € qui vous manque pour pouvoir réaliser cette opération. Donc vous allez donc utiliser cet effet de levier. Et d'ailleurs, si vous voulez, et c'est important parfois de faire l'exercice, en tout cas au début de s'entraîner à faire l'exercice pour comprendre la mécanique, eh bien, l'effet de levier se mesure tout simplement en divisant, eh bien, le montant de ce que représente l'investissement que vous devez faire par le capital dont vous disposez. Et dans le cas présent, si vous voulez intervenir à 5000 points sur le futur CAC 40 à l'achat, eh bien, ça représente une valeur d'investissement de 50 000, nous l'avons dit, divisé par 10 000 votre capital, vous avez donc un effet de levier de 5. Voilà. Notez aussi que le déposit minimum actuel est autour de 5 000 €. Ça veut dire qu'en fait, on vous autorise un effet de levier de 10, ce qui commence à être un petit peu beaucoup. Alors, gardez en tête cette phrase, ces 2 dernières phrases. Le montant de la perte en capital dépend directement du niveau de l'effet de levier utilisé. Plus vous aurez un effet de levier important, plus certains me diront: «On va gagner vite». Oui, mais vous risquez aussi de perdre très vite et c'est ça, qui doit, surtout retenir votre attention. Pour définir la taille de vos positions, vous ne devez pas raisonner en termes d'effet de levier, donc en termes de possibilités qui vous est offerte d'intervenir pour X ou X montant supérieur à ce dont vous disposez sur votre compte. Vous ne devez pas raisonner en termes d'effet de levier, de possibilités, mais toujours en termes de perte maximum raisonnable. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, pour vous expliquer la notion de perte raisonnable, qui est une notion extrêmement importante et qui, vous suivra tout au long, qui devra vous suivre évidemment, tout au long de, votre carrière, de votre activité de trader. Je vous remercie de votre attention et je, vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.